Alors bonsoir à tous et merci d'être là pour cette rencontre avec Sylvie Kaufmann autour de ce livre Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, qui est, c'est surprenant, le premier livre de Sylvie Kaufmann qu'on connaît pourtant bien pour la lire régulièrement et toujours avec le même plaisir dans le monde. Sylvie Kaufmann a donc fait une belle grande carrière de journaliste. Elle a été journaliste, elle a été aussi directrice de la rédaction du Monde pendant un temps, grand reporter, correspondante à Moscou, en Europe centrale, aux États-Unis, en Asie, donc aux quatre coins du monde. Et en plus d'écrire dans les journaux français, il lui arrive également d'écrire dans le New York Times ou dans le Financial Times, ce qui en fait une des voix françaises qui est connue et lue à l'étranger. Alors, ce livre, Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, il indique bien dans son titre et dans son sous-titre qu'il s'agit donc de regarder en arrière sur 20 ans, plus ou moins, de politique européenne à l'égard de la Russie et d'aveuglement sur les intentions, sur l'évolution du régime de Vladimir Poutine et sur ses intentions à l'égard de ses voisins, qui expliquent en fait le choc, la sidération, l'immense surprise qui a été en fait celle de beaucoup d'observateurs en Europe de l'Ouest, en tout cas, quand la Russie a envahi l'Ukraine. Donc, ce sont des questions pour nous tous, et je crois que c'est ce qui rend votre livre tellement agréable à lire. C'est un récit extrêmement inspiré, en réalité, très léger mais sérieux à la fois, et que l'on sent informé par des convictions claires et fermes. C'est tout simplement très agréable à lire et on y comprend beaucoup de choses. Voilà, donc merci déjà pour ce livre. J'aimerais vous poser 2 ou 3 questions vraiment assez larges sur la façon dont vous l'avez écrit pour vous permettre de revenir sur certains aspects sur lesquels vous aimeriez insister. Mais vous dites en introduction que vous avez pu passer une année à Berlin grâce à un fellowship de la Fondation Bosch. Et je me demandais si vous auriez écrit le même livre si vous n'aviez pas passé cette année à Berlin, et ce que la perspective depuis la capitale allemande a apporté à ce livre. En fait, vous aviez déjà couvert une partie de ces événements depuis plusieurs endroits du monde, mais là vous y avez réfléchi ou vous êtes revenu sur ces événements depuis la capitale allemande. Donc est-ce que ça change quelque chose? Si oui, quoi? Merci aussi de m'inviter à Esprit, parce que c'est vraiment une revue qui pour moi est importante et symbolise beaucoup de choses. Et on parlait tout à l'heure de mes premières rencontres avec Pierre Asner, et j'étais venue ici quand il était là, et c'est quelqu'un qui m'a énormément influencé, je pense, dans la couverture de cette région de l'Europe centrale et de la Russie. Alors oui, je pense que si j'avais pas eu ce fellowship à Berlin, je n'aurais pas écrit ce livre. Et c'est vrai que j'ai beaucoup écrit depuis que j'ai commencé ce métier de journaliste, puisque c'est l'essence de ce que je fais. Et du coup, j'ai pris tellement l'habitude de produire pour le journal, pour Le Monde, que j'avais jamais vraiment eu le besoin, j'avais pas éprouvé le besoin ni même l'envie d'écrire un livre. Et puis j'ai eu cette occasion, cette chance vraiment de me voir proposer une bourse à Berlin par cette fondation allemande, Robert Bosch, qui m'a demandé s'il y avait un projet sur lequel j'avais envie de travailler. Ça, c'était en 2021, fin 2021. Et je me suis dit oui, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit finalement qu'est-ce qui m'intéresserait d'approfondir maintenant, c'est
qu'est-ce qui m'a le plus marqué dans mon travail de correspondante ou de reporter, c'est évidemment la chute du communisme, que j'ai vraiment couvert en direct à l'époque, à partir de 88 en fait, même de 86 quand je suis partie à Moscou. Et puis la suite, c'est-à-dire que dans beaucoup de discussions avec mes collègues qui avaient bien connu cette région aussi, la question qui revenait tout le temps, c'était souvent en anglais, puisqu'il y en a beaucoup qui sont anglo-saxons, c'était « What went wrong ?» Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les choses n'ont pas tourné de la manière dont on avait pensé qu'elles tourneraient au début des années 90, après la fin de la guerre froide. Et donc j'ai dit à cette fondation Robert Bosch, j'aimerais bien revenir sur ces 30 ans et voir comment s'est dessinée cette évolution. Et puis là-dessus, donc on fixe la date je devais arriver en mai 2022, voilà, à Berlin, parce que le journal m'avait demandé de rester quand même à Paris pour les élections présidentielles. Voilà, je voulais partir avant, mais bon, bref. Et en mai, c'était déjà 3 mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc, j'ai dit à la Fondation, en fait, je pense que C'était un tel choc, surtout en Allemagne. Quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai trouvé vraiment un pays en état de choc, beaucoup plus que nous l'avons été en France, à la suite de cette invasion. Et je me suis dit, en fait, je vais me concentrer sur les 20 années de Poutine, pas sur les 30 ans au sens large comme je l'avais pensé, mais je me suis dit, c'est notre politique vis-à-vis de la Russie de Poutine qui est vraiment déterminante, et je vais limiter ça à ces 2 décennies et à la Russie. Alors je me suis limitée à la France et à l'Allemagne, d'une part parce que j'étais à Berlin, donc j'avais la possibilité d'interroger, de trouver des interlocuteurs allemands. Je connaissais très mal l'Allemagne en réalité, parce que quand j'avais couvert l'Europe centrale, la RDA, enfin je faisais les pays du pacte de Varsovie, mais la RDA était au monde couverte par le correspondant à Bonn. Donc j'étais pratiquement pas allée, j'avais dû aller 2 fois à Berlin-Est, mais c'est tout. Et donc et puis après, bon, j'étais allée comme tout le monde un peu en Allemagne, mais j'ai jamais vécu, je connaissais très mal. Donc je découvrais un peu tous ces acteurs allemands. La France, ça me paraissait un peu évident aussi. Et c'est vrai que ces 2 pays, une fois que la Grande-Bretagne avait quitté l'Union européenne, c'était vraiment ces 2 pays qui avaient le plus compté dans la vision européenne. J'ai du mal à parler de politique européenne vis-à-vis de la Russie, parce qu'il n'y en a jamais eu vraiment, mais malheureusement, mais c'est vrai que c'était ces deux pays qui montraient la voie, en fait, qui comptaient le plus. Et en fait, surtout l'Allemagne. Alors, donc j'ai eu ces mois de bonheur, parce que je n'avais plus de conférences de rédaction à suivre, j'avais pas d'éditoriaux à écrire, j'avais plus de chroniques, j'étais en congé sabbatique. C'est quelque chose que connaissent bien les chercheurs et les professeurs. Moi, j'avais jamais eu cette occasion, et donc c'était vraiment d'être libérée de toutes ces tâches, et je pouvais me consacrer complètement à cette recherche. Et je me souviens, je plaisantais avec mes collègues en disant, je suis devenue une intellectuelle en fait. J'avais vraiment ce sentiment et cette liberté, voilà, et ce temps surtout. C'était le temps de pouvoir lire, de pouvoir mener une interview, un entretien avec quelqu'un sans avoir à regarder ma montre, de pouvoir passer à parler avec quelqu'un quelquefois pendant 2 heures, ce qu'on n'arrive pas toujours à faire quand on est journaliste. Voilà. Et donc l'Allemagne, c'était dans ce sujet qui m'intéressait, c'était vraiment pour moi une révélation de voir à quel point la relation entre l'Allemagne et la Russie était capitale pour l'Europe. J'ai commencé ce travail en me disant, en bonne franco-allemand, en franco-allemand, en me disant, bon, il y a une relation en Europe qui est capitale, c'est la relation franco-allemande, et donc on a abordé la Russie en franco-allemand, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites quelquefois à 2. En réalité, ce dont je me suis aperçue, c'est que c'était quelquefois en franco-allemand, mais c'était toujours l'Allemagne qui était au volant. Hein. L'Allemagne était leader dans cette relation. Pourquoi? Parce que la relation germano-russe est tellement profonde, complexe, riche,
douloureuse souvent, que c'était eux qui prenaient le lead forcément. Et nous, les Français, on a une relation aussi importante, enfin, bien sûr importante, mais moins riche. C'est-à-dire, d'ailleurs, on le voit quand on parle de la relation franco-russe, il y a toujours ces allusions, enfin, je parle des hommes politiques en particulier, il y a toujours ces allusions, les mêmes références littéraires, les mêmes à la culture, ça remonte toujours au 19e siècle, et puis quand c'est pas Napoléon, etc. Mais en réalité, les Allemands, ça va beaucoup plus loin, ils ont un passé beaucoup plus commun. Il y a cette... et c'est revenu dans mes conversations avec mes interlocuteurs allemands. Très souvent, ils me parlaient de relations entre les élites allemandes et russes à la fin du 19e et du début du 20e, cette espèce de détestation commune ou de méfiance commune peut-être plus qu'avaient ces Allemands et ces Russes de l'occidentalisme, du modernisme américain et anglo-saxon en particulier. Et puis il y a toute l'histoire du XXe siècle qui leur est commune, et puis cette Deuxième Guerre mondiale quand même. Ce sont les deux grandes nations européennes qui ont donné naissance aux deux totalitarismes, et il y a même un homme politique retiré de la vie politique, mais quelqu'un qui a compté dans la vie politique allemande et qui était assez actif dans les relations avec la Russie, très lucide, et qui m'a dit nous sommes deux pays d'Europe qui avons commis des choses monstrueuses. Et on a ça en commun. Voilà. Et donc il y a ce sentiment, alors après on peut parler de toutes les différences qu'il y a entre ces deux totalitarismes et surtout la manière dont ils ont été assumés après, c'est-à-dire que les Allemands l'ont assumé, les Russes ne l'ont jamais assumé. Et c'est un des problèmes qu'on retrouve aujourd'hui avec l'Ukraine. Mais donc chez les Allemands, il y a ce sentiment de culpabilité à la suite de ce très, très important travail de mémoire qu'ils ont fait pendant la deuxième partie du XXe siècle. Et ça, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, y compris les jeunes générations. C'est quelque chose qui est structurant, mais qui est aussi accompagné d'un sentiment de gratitude pour la réunification. Parce que finalement, en 91, après la chute du mur de Berlin, si l'Allemagne a pu se réunifier, c'est quand même parce que l'URSS à l'époque et Gorbatchev l'ont toléré et l'ont laissé faire. Donc, ils sont reconnaissants vis-à-vis de la Russie. Donc tout ça fait un paysage très complexe et qu'ils ont quelquefois un peu de mal eux-mêmes à analyser, mais qui est vraiment passionnant et qui est visiblement, qui pèse plus, je pense, dans l'élaboration qui a pesé beaucoup plus dans l'élaboration de la politique allemande vis-à-vis de la Russie que dans l'élaboration de la politique française vis-à-vis de la Russie. Et vous ajoutez aussi, donc, puisque tu sais, c'est une histoire en plusieurs chapitres, et donc il y a ces liens très anciens avec la Russie, il y a cette expérience commune des deux totalitarismes, il y a la réunification, il y a donc aussi une sensibilité particulière dans l'ex-RDA, ou chez les dirigeants allemands qui ont grandi dans ce qui était à l'époque l'Allemagne de l'Est, ce qui est le cas d'Angela Merkel. Oui. Mais donc vous dites aussi une sorte le mot est peut-être trop fort, mais de ressentiment persistant sur la façon dont on peut être traité par l'Ouest quand on vient de l'Est, qui pousse aussi à une forme de compréhension envers la Russie. Le mot n'est pas trop fort, c'est ce qu'on observe en ce moment, et c'est ce qui explique en partie d'ailleurs la montée de l'AfD à l'heure actuelle. Alors justement, vous parlez d'Angela Merkel, et ça c'est la grande énigme. Une des autres composantes de la relation germano-russe, en effet, c'est la RDA et le fait qu'une partie de l'Allemagne d'aujourd'hui a vécu sous un régime communiste pendant 40 ans et était occupée par les soviétiques. Et quand on dit occupée, c'était vraiment occupée, parce qu'il y avait plus de 400 000 soldats soviétiques quand même dans ce pays. Donc on ne pouvait pas les ignorer. Et donc Angela Merkel, qui a passé 35 ans de sa vie dans cet univers, qui n'était pas d'ailleurs une opposante active, hein,
elle n'était pas du tout pro-communiste, mais elle n'a pas fait partie des gens qui étaient impliqués dans la dissidence ou dans l'opposition au communisme. Mais c'est quelqu'un qui en a retiré un attachement très profond aux droits de l'homme. Je pense qu'on ne peut vraiment pas mettre en doute sa foi démocratique et le prix qu'elle accorde au respect des droits de l'homme. Et malgré ça, et par ailleurs, donc elle aime beaucoup la Russie. Voilà, tout ça, ça continue ce que j'ai commencé à décrire tout à l'heure, cette relation un peu ambiguë avec la Russie. Elle a beaucoup d'affection pour la Russie, elle aime la langue russe, elle aime la culture russe, mais elle déteste le communisme et elle déteste Vladimir Poutine. Et ça, c'est très clair. Elle a tout de suite perçu quel genre de personnage il était. Il s'est mal comporté avec elle parce qu'il se comporte mal avec les femmes en général. Vous connaissez sans doute cet épisode du chien qu'il lui a mis dans les pattes dès leur première rencontre, alors qu'il savait, en bon officier du KGB, qu'elle avait peur des chiens. Voilà, et elle a très bien cerné le personnage, contrairement à son prédécesseur Gerhard Schröder, qui lui est tombé dans le panneau directement, et dans le piège que lui a tendu Vladimir Poutine, qui avait parfaitement dressé le profil psychologique, historique, la biographie de Gerhard Schröder, et qui l'a vraiment, lui a jeté son dévolu sur lui et s'en est fait d'abord un allié et puis ensuite un employé, même, puisque Gerhard Schröder est devenu employé de Gazprom, en réalité président du conseil d'administration de la filiale de Nord Stream de Gazprom, ce qui était sans que personne, à l'époque où il a été nommé, ne trouve quoi que ce soit à y redire en Allemagne, dans la classe politique allemande. Mais donc, Merkel, elle, n'a jamais été corrompue, ne pouvait pas tomber dans le panneau, et malgré ça, elle a non seulement poursuivi la politique du SPD et du gouvernement de Schröder à l'égard de la Russie, qui était une politique de rapprochement, voire même de changement par le commerce, comme disaient certains, une sorte de perversion de l'Ostpolitik de Willy Brandt, qui, elle, était le changement par le rapprochement. Hein. Donc non seulement elle a poursuivi cette politique du SPD, mais elle l'a intensifiée, c'est-à-dire qu'elle a aggravé la dépendance de son pays au gaz russe. Hein, pendant les 16 ans qu'Angela Merkel a passé au pouvoir, le taux de dépendance de l'Allemagne au gaz russe est passé de 35 à 55%. Donc c'est vrai que c'est une énigme pour moi, c'est pourquoi est-ce que cette femme a finalement livré son pays, livré c'est trop fort, je ne devrais pas dire ce mot-là, mais a laissé son pays et son économie tomber dans cet état de dépendance vis-à-vis d'un pays qui était une dictature, une grande puissance de plus en plus hostile et qui ne cachait plus son hostilité. Alors elle écrit ses mémoires, elle évite de répondre à cette question jusqu'ici, depuis qu'elle a quitté le pouvoir, et je dois dire, pour elle aussi, ça a dû être un énorme choc, puisqu'elle a quitté le pouvoir en décembre, et même pas 3 mois après, la guerre, à grande échelle, était de retour en Europe, à l'initiative sous l'agression, sous l'effet de l'agression russe, et immédiatement, l'Allemagne était obligée d'abandonner, de renoncer au gaz russe, de remettre en question plein de fondamentaux de sa politique extérieure et de sa politique de défense en particulier. Donc c'était une sorte de désaveu de tout son, de son bilan au pouvoir. Alors elle a donné quelques interviews, quelques entretiens à des médias allemands très choisis. Elle a aussi eu un ou deux, parce qu'il y avait une demande de ses concitoyens, des Allemands, de comprendre et j'ai trouvé ça d'ailleurs très honnête. Mes interlocuteurs allemands étaient en général vraiment ouverts et honnêtes, plus que j'ai pas toujours trouvé cette ouverture chez les interlocuteurs français. Mais je crois que je suis tombée à un moment en Allemagne où les gens avaient besoin eux-mêmes de parler, enfin les gens qui avaient été impliqués dans l'élaboration de la politique russe
avait besoin de réfléchir, de parler, peut-être de se confier aussi. Donc c'était un bon contexte pour moi. La France était moins ébranlée en fait, moins profondément ébranlée parce qu'elle avait probablement moins investi, puis ses motivations étaient un peu différentes. Voilà, donc Merkel ne peut pas ignorer qu'il y a une demande d'explication, d'éclaircissement de ses compatriotes. Alors elle est quelquefois allée un petit peu à leur rencontre. Elle a par exemple donné une soirée, elle a un entretien dans un grand théâtre de Berlin et c'était télévisé. Où elle a accepté d'être interviewée par quelqu'un qu'elle connaît bien et en qui elle avait confiance. Et tout le monde a regardé cet entretien, mais elle n'a rien vraiment livré. Elle est restée beaucoup sur ses positions, sur la défensive. Elle n'a pas vraiment expliqué. Et dans les interviews qu'elle donne, elle dit toujours avant, je ne parlerai pas de la Russie. Je garde ça pour mon livre, hein, pour mes mémoires. Et ces mémoires doivent en principe être publiées cet automne. Donc on les attend, on verra si elle finit par donner une véritable explication à sa conception de la Russie. Et en tout cas, dans votre livre, vous lui laissez le bénéfice du doute, c'est-à-dire qu'il y avait aussi cette conviction vraiment profonde que l'interdépendance économique, en fait, prévenait en elle-même le risque de guerre. Et ça, elle n'est pas la seule, évidemment, à avoir continué de croire ça très longtemps. Que effectivement c'était ça, qu'on était trop dépendants des Russes et les Russes de nous pour que Poutine puisse prendre le risque de cette invasion, mais donc une incapacité à entrer dans la rationalité de quelqu'un qui donnait pourtant tous les signes de devenir un dictateur. C'est-à-dire que les signes sont venus progressivement et vraiment de manière assez constante, hein, à partir à partir des années, d'abord, très vite dans la manière dont il a installé son pouvoir et dont il a géré son pays, et à partir de 2000, Poutine s'est imposé comme un homme fort. Il a assez rapidement dompté les médias. Il a quand même, dès 2003, mis en prison Khodorkovsky, donc il a dompté les oligarques, enfin certains d'entre eux, et puis d'autres se sont mis à son service. Donc on voyait, il y avait quand même la deuxième guerre de Tchétchénie, ça c'était pas rien. Alors c'est vrai que les pays occidentaux ont préféré traiter ça comme une affaire interne et ne pas... Voilà, enfin, c'était pas question d'intervenir, mais on s'est dit, bon, c'est une affaire intérieure russe, pas d'ingérence, etc. Mais quand même, les méthodes qui étaient utilisées en Tchétchénie devaient nous alerter. Elles ont alerté nos intellectuels quand même beaucoup, en France en particulier, beaucoup moins en Allemagne d'ailleurs, mais en France, ça a même été un problème au début pour Jacques Chirac, parce que Poutine ne voulait pas venir en France, parce qu'il savait que l'opinion publique et les intellectuels lui étaient hostiles à cause de la Tchétchénie. Donc c'est pas qu'on ne savait pas, hein, on savait ce qui se passait. Mais donc on considérait ça comme une affaire interne. Ensuite, la répression qui a commencé à monter en Russie, c'est vrai que les années Yeltsin avaient été extrêmement chaotiques et qu'à la fin à la fin des années 90 et quand Poutine est arrivé au pouvoir, y compris pour les Russes, c'était devenu très 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 compliqué à vivre cette espèce de chaos permanent qui était en plus très violent quand même. Bon, même s'il y avait beaucoup plus de liberté qu'ils n'en avaient jamais eu, mais bon. Donc les Occidentaux se sont dit, finalement on va avoir quelqu'un qui est plus organisé, plus prévisible, bon, pour la conduite des affaires du monde et notamment toutes les questions de désarmement, etc. Ça sera peut-être mieux. Mais voilà, on était quand même, on avait les moyens d'être informés sur ce qui se passait. Et puis il y a eu les premières révolutions de couleur en Géorgie, en Ukraine, la révolution orange. Et là, Poutine a commencé vraiment à se braquer. Alors, il y avait le contexte international aussi de la guerre en Irak, donc
où Poutine, enfin la Russie, comme l'Allemagne et la France, s'étaient opposés aux États-Unis sur cette guerre. Donc, mais en ce qui concerne ces révolutions de couleur, Poutine, à ce moment-là, a commencé vraiment à se crisper et à se braquer et à accuser l'Occident, les pays occidentaux, d'orchestrer ces soulèvements. Et puis il y a, vous l'avez mentionné, 2007, ce discours à Munich que beaucoup des gens j'ai interrogé pas mal de responsables ou de diplomates qui étaient là, qui avaient assisté à ce discours et qui m'en ont tous parlé comme d'un coup qu'ils avaient pris sur la tête, parce que tout d'un coup, en effet, il y avait ce discours glaçant, comme vous avez dit, extrêmement agressif, très clair sur ce qu'il reprochait aux États-Unis, l'hégémonie occidentale, l'extension, l'élargissement de l'OTAN, etc. Et c'était vraiment, on peut le voir d'ailleurs sur YouTube, c'est intéressant, et ce qui est très amusant aussi et instructif, c'est de comparer le discours de 2001 de Poutine au Bundestag à Berlin, où il parle en allemand, où il est vraiment dans une opération de séduction des Européens, et en particulier des Allemands, parce qu'il a commencé par là. Et tout, je pense que c'est un bon comédien, en fait. Poutine, on voit dans la manière dont il arrive à la tribune, son body language, que c'est l'image qu'il veut donner. C'est de quelqu'un qui est presque un peu humble, avenant, bien disposé, et qu'on a envie d'être sympa avec lui, quoi. 2007, à Munich, c'est totalement l'inverse. Il a une attitude physique de boxeur, il saute sur l'estrade, son visage est vraiment fermé. C'est vraiment très, très, très étonnant à regarder. Et donc, oui, on prend ce coup sur la tête, et puis Poutine s'en va, et puis on revient à business as usual, c'est tout, comme si rien ne s'était passé. On ne veut pas tirer les conséquences de ces avertissements. Et pourtant, 2008, alors George Bush, en effet, se prépare à quitter la scène, c'est la fin de son deuxième mandat. Mais avant de partir, il veut essayer de couronner son passage assez contesté quand même à la Maison-Blanche, mais ça faisait partie de son agenda de liberté, ouvrir la voie de l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie. Et là, Merkel et Sarkozy s'opposent à lui d'une manière extrêmement musclée, parce que ce sommet de l'OTAN à Bucarest, c'est pareil, quand les diplomates qui étaient là vous en parlent, mais ils disent tous « Oh, c'était une bataille, mais c'était terrible !» Oui, le conseiller diplomatique d'Angela Merkel me dit « Mais oui, c'était horrible !» C'était jamais qu'une bataille diplomatique, mais ils en gardent tous un souvenir vraiment d'un affrontement très dur, parce qu'en réalité, quand ce sommet s'est ouvert, personne ne savait comment il allait se terminer. Ce qui est assez rare dans la préparation des sommets. En général, les Sherpas, etc. préparent tout. Le communiqué final est prêt et les leaders n'ont plus qu'à discuter et à signer, enfin à échanger des opinions certainement. Mais bon, la négociation, elle se fait en réalité en général avant. Et là, l'affrontement avait eu lieu avant et il s'est poursuivi pendant. Et Merkel s'est vraiment battue et elle avait enrôlé Sarkozy pour la soutenir. Et ça s'est terminé par un compromis qu'on a appelé un compromis pour satisfaire tout le monde, mais qui en réalité était une position qui était la défaite des Américains. Et d'ailleurs, à ce jour, ni la Géorgie ni l'Ukraine ne sont devenus membres de l'OTAN. Ça s'appelait, on disait c'est la politique de la porte ouverte, mais comme a dit un Ukrainien, la porte était ouverte, mais on n'était pas invité, quoi. Donc voilà. Et 5 mois plus tard, Poutine a envahi la Géorgie sous prétexte. Alors là aussi, on a trouvé des excuses. On a dit oui, mais c'est Saakashvili, le président géorgien, qui était un type imprévisible, irascible. Il est tombé dans un piège. On lui a tendu un piège en Ossétie du Sud avec une provocation. Il n'aurait pas dû. Lui, il a lancé son armée. Et c'est ça qui a provoqué l'invasion la réaction des Russes. Tous leurs chars ont passé la frontière par le tunnel. Il y a un tunnel qui
par lequel on accède de l'Ossétie du Nord en Russie vers l'Ossétie du Sud en Géorgie. Et c'est par là que s'est produite l'invasion. Mais je veux dire, les chars russes, ils étaient partout. Ils sont arrivés jusqu'à 30 km de Tbilissi. On ne sait pas s'ils avaient l'intention d'aller jusqu'à Tbilissi, mais en tout cas, les Occidentaux se sont dit, c'est probablement le scénario qui se prépare, donc on va les arrêter. Et c'est Nicolas Sarkozy qui a, puisque la France présidait l'Union européenne à ce moment-là, qui a pris sur lui, c'était au mois d'août, il n'y avait pas énormément de candidats non plus, tout le monde, c'est extraordinaire comme au mois d'août, tout le monde est en vacances en Europe, et donc à l'époque, c'était en fait cette invasion, ça c'est assez amusant comme coïncidence, parce que c'était le 8 août 2008, et le 8 août 2008, c'était l'ouverture des Jeux Olympiques à Pékin. Et donc, tous ces chefs d'État, une grande partie d'entre eux, étaient à Pékin, dont Sarkozy, dont Poutine, dont George Bush. Et Sarkozy et Bush sont allés voir Poutine dans le salon VIP où ils étaient avant le début de la cérémonie d'ouverture. Quand ils ont appris par leurs conseillers diplomatiques que cette invasion était en cours, ils sont allés voir Poutine, ils lui ont dit « mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites ?» Enfin, et Poutine les a envoyés balader tous les deux en disant on a été provoqué et on continuera, etc. Donc Sarkozy décide de rentrer dès la fin de la cérémonie d'ouverture en France et se lance dans cette négociation qu'il conclut dans des termes finalement favorables à la Russie, parce que c'est la Russie qui est en position de force. C'est là, et Saakachvili comprend très bien que son armée n'est pas en mesure de résister à l'invasion russe, que les Occidentaux ne vont pas venir l'aider, d'autant plus qu'il pense que c'est lui qui a commis une faute en réagissant trop vite. Et donc, forcément, la négociation, c'est celui qui est en position de force qui emporte le morceau, et donc le cessez-le-feu se conclut dans des termes favorables à la Russie, et de fait la Russie est toujours là. Elle a reconnu elle a déclaré que ces deux provinces de Géorgie étaient des républiques indépendantes et on s'est mis d'accord sur des prétendues négociations diplomatiques à Genève sur le futur statut de ces deux républiques, de ces deux provinces qui ont continué pendant des années sans mener à rien, suivant une technique très éprouvée par Moscou. Oui. Dans un scénario évidemment qui est complètement annonciateur de ce qui se passera en Ukraine après ce que vous montrez très bien dans le livre, qui est pourtant bien centré sur l'Europe, les politiques diplomatiques des États européens, mais c'est qu'il y a aussi cette habileté de Poutine de prendre l'initiative ou d'agir quand les gens littéralement regardent ailleurs. Donc là vous dites 2008, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques à Pékin, mais c'est aussi évidemment la crise financière, c'est aussi la passation de pouvoir entre Bush et Obama, et ensuite en 2013, c'est la Syrie. Donc il y a cette impression que littéralement les gens ne tournent pas leur regard là où il faudrait. Mais lui, il est partout en même temps. Voilà, et ce que vous montrez quand même bien dans le livre aussi, c'est qu'il y a souvent les Polonais, les Baltes qui disent mais quand même, mais regardez ce qui se passe, et qui aimeraient bien être invités à la table des négociations, mais que personne n'écoute en réalité. Alors, oui, ça c'est une grande leçon aussi pour moi de ce travail, c'est à quel point, je le savais parce que depuis longtemps je fréquente ces pays et leurs représentants, donc les Baltes, les Polonais, les Roumains, etc. Enfin bon, tous les pays post-communistes. Et donc je voyais bien qu'on ne tenait pas tellement compte de leur avis, et enfin bon, bien qu'ils aient été intégrés dans l'Union européenne, mais à ce point, je n'avais pas perçu à quel point ils avaient essayé d'alerter les Européens de l'Ouest, et à quel point on les avait traités par le mépris. Alors on connaît cette fameuse phrase de Chirac au moment de la guerre d'Irak, puisque eux, pour la plupart, avaient participé aux côtés des États-Unis à cette invasion de l'Irak, et Chirac, furieux, leur avait dit « vous avez perdu une occasion de vous taire ». Et cette expression les a
blessés jusque... Enfin, ils en parlent. D'ailleurs, Macron, dans son discours à Bratislava l'année dernière, a corrigé ce souvenir, a essayé de corriger ce souvenir en utilisant la même expression à contrario. Il a dit: on a perdu une occasion de vous écouter. Voilà, et ça a été très bien compris par ses interlocuteurs qui ont dit: ah, enfin, un président français qui rectifie cette faute. Bon, il a rectifié cette faute après en avoir commis beaucoup d'autres, mais le fait est que oui, ces pays ont été maltraités dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils essayaient, eux, d'avertir, et on les traitait en grands blessés du communisme, en gros, traumatisés, russophobes. Et l'ancien président polonais Kwaśniewski m'a raconté une conversation qu'il a eue avec Poutine, où Poutine très tôt, en 2002, où Poutine lui a dit: moi, mes ambitions, c'est d'une part de rétablir le statut international de la Russie sur la scène internationale, et ma deuxième ambition, c'est de reconstruire la Grande Russie. Et lui dit, en utilisant l'expression russe, Velikaya Rossiya, qui est une expression tsariste en fait. Et donc lui, en bon polonais, bien qu'ancien communiste, etc., il se dit: mais oh là là, qu'est-ce que c'est grave s'il a ce projet. Et il essaye d'en parler à ses amis, enfin à ses collègues, puisque lui était président de Pologne, Aleksander Kwaśniewski, et il essaye d'en parler à ses collègues européens qui lui disent: mais toi, vous les Polonais, vous êtes vraiment, chaque fois le problème avec vous, chaque fois que vous parlez des Russes, vous êtes ultra sensible, vous êtes hypersensible, et c'est pas possible. Voilà, et il comprend que de toute façon, personne va vraiment prêter attention à cet avertissement. Donc, et alors justement, est-ce que ça a changé? Parce que donc j'accélère dans le récit du livre, parce que il y a beaucoup d'événements dont vous faites comprendre l'importance, mais vous revenez aussi sur la période qui s'est ouverte depuis le 24 février 2022. Et donc depuis que l'Ukraine résiste à cette agression de Poutine, depuis que la guerre est ouverte et déclarée, donc il y a eu un réveil brutal. Vous décrivez cet état de choc des Allemands, la réorientation de la politique étrangère allemande, mais aussi française. Donc il y a rupture enfin du contrat Nord Stream 2. Pour ce qui concerne la France, de l'accord de livraison de 2 porte-hélicoptères Mistral. Voilà, donc en fait... c'était en 2014, oui. En fait, on retrouve toute cette chronologie, mais donc ces politiques ont été réorientées, c'est ce que je veux dire, et évidemment beaucoup plus depuis 2022. Mais est-ce qu'elles l'ont été suffisamment? Donc ça change aussi les équilibres, les priorités, et là je pense en particulier à la question économique, parce qu'on l'a dit, dans le cas de l'Allemagne, l'interdépendance économique, l'approvisionnement en gaz comptait énormément. Et ce qu'on apprend en fait chemin faisant, et en apprenant à mieux écouter ce que dit Poutine, puisqu'il annonce ce qu'il va faire, c'est que l'économie ne peut pas tout. Et en fait, on apprend à retrouver un raisonnement beaucoup plus géopolitique. Et pourtant, la première réaction des Européens après l'invasion de l'Ukraine, c'est les sanctions. Donc, est-ce qu'on a vraiment pris la mesure jusqu'au bout? Est-ce qu'on est allé assez loin dans le fait de reconsidérer des choix économiques d'abord, avant d'être géopolitiques? Alors, sur la relation économique, bon, pour l'instant, elle est inexistante, hein, enfin inexistante. Officiellement, en tout cas, il y a quand même eu une réorientation. Et moi, je dirais qu'il faut voir quelles leçons on va en tirer sur la Chine, vis-à-vis de la Chine aussi. Est-ce qu'on va... et ça, je crois qu'on n'est pas encore... on n'est pas encore vraiment dans le dur de l'analyse des leçons de notre politique à l'égard de la Russie, et quant à notre relation avec la Chine et à la politique qu'on doit mener avec la Chine, notamment les Allemands. C'est compliqué puisqu'ils ils ont des très gros intérêts économiques en Chine, mais bon, nous aussi d'ailleurs, mais moins qu'eux, mais quand même important aussi. Mais eux, ils ont vraiment notamment sur leur industrie automobile, et donc c'est difficile pour eux.
je crois qu'on est vraiment dans un moment où on essaye de tirer ses leçons, mais on n'a pas une analyse très forcément claire de ce qui va se passer en Ukraine. Je pense qu'il y a encore pas mal de gouvernements en Europe qui espèrent que ça peut s'arrêter rapidement. Probablement d'une manière pas très satisfaisante pour les Ukrainiens, mais d'un autre côté, on va absorber on a ouvert la porte